Et à tous, merci donc d'assister à cette conférence qui va porter donc sur le vol des données de santé, gare au hold-up, puisque comme vous le savez, comme vous avez sans doute lu dans la presse, le vol de nos données de santé se multiplie, les hôpitaux en sont eux-mêmes victimes, et pourtant il y a des moyens de lutter. La réglementation se durcit et des solutions numériques se mettent également en place. Alors je vous propose de faire tout de suite le point sur ces questions avec Carla Gomes, donc directrice du marché santé chez DocaPost. Et cet échange va être animé par Olivier Biscay, que je vous demande également d'accueillir, et donc qui est directeur de la rédaction du Midi Libre. Je vous en prie, prenez place pour aborder donc ce sujet tout à fait passionnant. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer en effet avec vous, Carla Gomes, sur cette question majeure des données de santé, le vol des données de santé. Mais avant d'évoquer le vol et la fuite de données, évoquons les données. Peut-être des éléments chiffrés pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on évoque les données. Absolument. Alors, quand on parle de données de santé, pour vous donner une idée, les données, d'une manière générale, chaque jour, on produit 2,5 trillions d'octets de données par jour dans le monde. Alors, on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, mais d'une manière un petit peu plus concrète, 90% des données dans le monde ont été créées durant ces 2 dernières années. Au niveau des données de santé, le volume des données double tous les 73 jours dans le monde. Donc c'est assez impressionnant. Et ces données sont le carburant de l'accélération dans bien des domaines, et surtout dans la santé. On est nous-mêmes producteurs de données. On mesure notre sommeil, le nombre de pas, le stress, etc. Et en l'occurrence, celles-ci sont partagées avec les fournisseurs d'IoT. Notons d'ailleurs que toutes ces données que l'on produit ne sont pas considérées comme des données de santé. Elles ne sont même pas considérées comme des données personnelles. Voilà, ce sont des données utiles. Et effectivement, on voit une augmentation générale des données de toutes parts. Et ces données sont vraiment de plus en plus présentes, de plus en plus volatiles. De plus en plus présentes, de plus en plus volatiles. Elles font l'objet, on le voit bien, dans l'actualité, à la fois de fuites, de vol, et ça, personne n'est à l'abri de cela. Absolument, nul n'est à l'abri d'une attaque, et en général, plus on est gros, plus on est visible, et plus on a de données sensibles, plus on a de risques d'attiser les convoitises. Alors pour vous donner quelques chiffres sur les cyberattaques, ou sur les attaques en général, entre 2019 et 2020, le nombre d'attaques a été quadruplé. Sur les attaques qui ciblent les hôpitaux, elles ont été multipliées par 5 en un an. Depuis le Covid, principalement, 11% des attaques générales concernent les attaques concernent la santé. Et selon le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, les attaques ou les cyberattaques à l'encontre des hôpitaux représentent, il y en a une par semaine en 2021. Donc c'est assez impressionnant. Et effectivement, la grande majorité de ces attaques ont un motif pécuniaire, malheureusement. Et tous les territoires sont touchés et toute taille de centre hospitalier concerné. Bien sûr, ouais. En France et dans le monde. Alors, il y a plusieurs types d'attaques, parce que quand on parle d'attaques, ça peut être... alors, on a en tête les rançongiciels, les ransomware, qui sont des virus, et au même titre que le Covid, c'est des infections virales, cryptovirus, et en quelques secondes... En quelques secondes, ces virus bloquent l'accès à l'ensemble des données de l'établissement, l'ensemble des ordinateurs, et les hackers réclament une rançon pour les déverrouiller, pour décrypter les données. Alors, on se souvient, en tout cas dans le domaine médical, on se souvient du plus connu, le WannaCry. Expliquez-nous. Alors, le WannaCry, ça donne envie de pleurer. Ouais. Mais en 2017, une immense cyberattaque au piratage, principalement à visiter des hôpitaux. Donc, il y a eu 300 000 ordinateurs, pas uniquement les hôpitaux pour le coup, 300 000 ordinateurs dans le monde, dans 150 pays, qui ont été verrouillés par ce virus.
le Royaume-Uni a été le plus touché, et cette attaque demandait 300 $ par jour. Enfin 300 $ pour déverrouiller les ordinateurs, et il fallait, donc la somme augmentait tous les 3 jours, et au bout de 7 jours, si la rançon n'avait pas été payée, le virus menaçait de détruire l'intégralité des données. Pour vous donner, donc, vous imaginez un peu la panique que ça a pu créer. Ça a coûté plus de 106 millions d'euros au UK, en livres, au Royaume-Uni, et rien que pour le Royaume-Uni, 190 000 rendez-vous patients ont dû être annulés juste sur cette attaque. C'est la plus grosse de l'histoire d'Internet, la plus grosse attaque à la rançon de l'histoire d'Internet. Mais beaucoup plus près de nous, on a eu également un grand nombre de cas en France, malheureusement. Le CHU de Rouen a été attaqué de la même façon en 2019. Ils n'ont plus redémarré que le lendemain à 17h30 de l'attaque, uniquement quelques services, et il a fallu plus d'1 mois pour revenir à la normale. Et en 2021, alors on y est un peu sensibilisé, 2021 c'était en pleine période du Covid, on a eu les hôpitaux de Villefranche-sur-Saône, il y a eu les cliniques, on a eu notamment l'hôpital de Dax qui a été très impacté, et qui, du fait aussi de problème de sauvegarde et d'infrastructure, n'a pas pu soigner ses patients pendant plusieurs semaines. C'est catastrophique. Et la liste est longue. 2020 d'ailleurs a été une année particulièrement sombre. 2020 a été particulièrement sombre. Effectivement, il y a eu, comme je vous disais, il y a eu plus de 27 attaques en 2020. Mais 2020, 27 attaques. 2021, une par semaine. Donc on est déjà à une quarantaine. Et ces attaques, elles sont violentes, elles sont visibles, et elles sont particulièrement visibles parce qu'elles l'opinion publique, et elles génèrent la panique. Donc vraiment le fait que la crise sanitaire et la pression hospitalière, les établissements n'avaient pas forcément le focus et n'étaient pas forcément focalisés sur les problématiques de cybersécurité, ça a généré et ça a facilité ces attaques. D'une manière générale, les cybercriminels savent très bien ce qu'ils font quand ils attaquent les établissements hospitaliers. C'est des cibles privilégiées pour ce type d'attaque parce qu'ils se disent qu'ils ont une pression, ils génèrent de la panique, et qu'en l'occurrence, ils vont toucher des sous. Alors, ça, on l'a bien saisi, ils créent de la panique, ils vont toucher de l'argent, des rançons, mais qu'est-ce qu'ils en font de ces données et en quoi ça nous concerne? Alors, je vais y venir. Là, on parle des attaques, les grosses attaques, les très visibles, mais il y a des attaques quotidiennes qui sont beaucoup plus discrètes. On a par exemple, il y a eu courant 2020 et notamment en Finlande, on en a beaucoup parlé, où des attaques, où ces vols de données, ils attaquaient pas, ils bloquaient pas les hôpitaux, mais ils faisaient directement du chantage aux individus, aux patients, en leur disant vos données, si vous ne payez pas la rançon, vos données seront publiées sur Internet dans les X jours. Ce qui, dans certains cas, a pu être très problématique. Ou d'une manière encore plus discrète et beaucoup plus rentable, c'est lorsque, typiquement, les hackers attaquent donc un établissement, rentrent dans l'établissement, annulent tous les rendez-vous d'un service, et du coup renvoient les informations et renvoient un message à chacun des patients en leur disant « Maintenant, pour reprendre rendez-vous, appelez tel numéro qui est surtaxé ». Tous les patients tombent dans le piège, évidemment. Donc voilà, d'une manière générale, ces fuites, c'est le même principe que le phishing. Tous les mails que l'on reçoit dans nos boîtes mail, dans nos SMS, nous demandant de rentrer nos coordonnées bancaires, les codes de carte bleue, c'est exactement le même principe. Et effectivement, alors là on parle de fuites, d'attaques, mais là encore, ces fuites et ces pertes de données, par moment, elles sont liées ou elles sont le fait de négligence, de manque d'expertise, de partage d'informations, des informations médicales qui sont transférées par des boîtes mail non sécurisées, le nombre d'informations qui transitent dans des boîtes Gmail, ou tout simplement des procédures qui sont mal appliquées, et lorsqu'il y a une faille, voilà, ça peut générer de très gros problèmes. C'est notamment ce qui s'est passé en septembre. On a beaucoup entendu parler de la fuite
de données sur l'AP-HP, 1,4 million de données patients qui ont fui, qui sont le concours de circonstances entre des procédures mal appliquées, des informations qui devaient être nettoyées quotidiennement, et une faille de sécurité qui a permis ces attaques. Est-ce que ça signifie que les centres hospitaliers n'avaient pas totalement conscience de ces vols, de ces fuites, et aussi de ce système qui s'était mis en place? Alors, la conscience, c'est une chose. Les possibilités de pouvoir se préparer et pouvoir accorder suffisamment d'attention à la cybersécurité ou à la sécurité des infrastructures n'est pas toujours dans la priorité. Et vous vous doutez bien qu'en 2020-2021, les établissements ont eu énormément de choses à faire, et ce n'était pas forcément la priorité, leur priorité principale. D'une manière plus massive, le vol des données passe d'une façon générale par les failles de sécurité. Alors, il peut y avoir également du vol unitaire. On l'a vu avec les QR codes du président Macron, de Jean Castex. Mais là, on est dans des cas unitaires. D'une manière générale, ces bases de données qui sont volées servent à la fraude en masse, de la fraude à l'assurance maladie ou de la fraude à l'identité, tout simplement. Ou, en général, à la revente en ligne, que ce soit pour de la recherche ou tout simplement du marketing ciblé. Donc ces bases de données ont énormément de valeur. Les bases de données, en général, sont très longues à produire, sont coûteuses, demandent du matériel pour pouvoir, du matériel médical de précision, et c'est rarement à la portée de start-up ou d'industriels qui sont d'industriels peu scrupuleux. Et le dernier cas de figure, et c'est presque pire, on l'a entendu également, ces données peuvent être tout simplement publiées sur Internet. C'est ce qui s'est passé au printemps dernier, où 491 000 personnes de l'ouest de la France ont vu leurs données publiées sur Internet, tout simplement au vu et aux yeux de tous. Pour certains, il y avait plus de 60 informations pour une seule personne. Alors c'est les noms, les numéros de téléphone, les prénoms, l'état de santé, mais il y a également eu le handicap, des situations de handicap, de grossesse. Enfin, c'est assez impressionnant. Et là où c'est dramatique, c'est que dans ce cas précis, il n'y avait même pas de rançon demandée. C'était, alors a priori, des informations qui ont transité, une mésentente, un échec de négociation entre hackers qui fait que, en publiant les données sur Internet, les données perdaient toute valeur marchande. Donc c'était couper court à la discussion en publiant, en dépit de toutes les informations qu'ils peuvent mettre à disposition de tout le monde sur Internet. Et c'est vrai qu'on trouve sur le dark web des quantités incroyables de petites annonces, le bon coin des données de santé. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de dark web, on s'imagine des hackers encapuchonnés, des lignes de code comme dans les séries télé. En fait, pas du tout. A priori, pour le coup, on y accède très, très simplement en chargeant des logiciels. Un logiciel, il y en a des très connus. Et c'est un commerce très institutionnalisé. Ouais. Ça s'achète, ça se revend. Ça s'achète, ça se revend, et il y a des tarifs, exactement. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, le dossier patient de Carla Gomez qui s'est cassé la cheville, un poignet, ça vaut à peu près 100-110 €. Un dossier patient complet, un peu plus intéressant, c'est de l'ordre de 250 €. Et lorsque l'on a des dossiers patients complexes, avec des données de génétique, puisque ça se vend plus de 5 600 €. Donc vous imaginez ça à une base de données de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dossiers patients, c'est très rentable. Et au-delà de l'aspect mercantile, il y a également des enjeux étatiques, des enjeux géopolitiques importants, avec des vues de déstabilisation, de malveillance. Là, c'est un autre sujet. Oui. Et ces données-là sont évidemment extrêmement importantes pour la recherche, dans les cliniques et dans la santé. Absolument. Et c'est vrai que ce soit des failles, des négligences, ou tout simplement des pilotes, la plupart du temps, c'est plus par manque de connaissances ou manque d'attention. Il peut y avoir des pilotes un peu innovants qui sont installés dans des services.
dans des services hospitaliers qui ne sont pas forcément dans les radars des équipes informatiques, dans les radars de la cybersécurité des établissements. Et ces données, en fait, elles sont très convoitées et très convoitées d'une manière générale. Vous nous avez parlé de la France. Est-ce que dans les autres pays du monde, on constate ces mêmes difficultés, ces mêmes faits? Alors bien sûr, et je vous parlais tout à l'heure des attaques, au Royaume-Uni. C'est effectivement le cas partout dans le monde. Et ces données, en fait, elles intéressent énormément de monde. Comme vous le disiez, c'est le carburant de la recherche. Absolument. Et au final, l'enjeu principal des données de santé, c'est de faire avancer la science. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que un exemple, mais le point de départ de la recherche clinique moderne telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est l'un des points qui revient régulièrement, c'est la ville de Framingham, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Alors ça date de 1948, donc effectivement ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont eu un projet avec la Harvard Medical School. Donc, ils sont juste à côté et ont un certain nombre de programmes communs, mais dès 1948, ils ont lancé un projet avec l'objectif d'étudier la survenue des maladies cardiovasculaires. Et c'était la première grande analyse populationnelle sur 5200 personnes. Là, on est vraiment sur de l'analyse géographique où, sur ce programme, ils ont collecté l'ensemble des données de santé de ces personnes. Et elle continue encore aujourd'hui cette analyse, c'est-à-dire qu'on est à la 3e génération des données. Et c'est ce qui a permis d'énormes avancées sur les données de santé, sur la recherche tout simplement. Framingham, c'est la naissance du concept du facteur de risque, le facteur aggravant. Ça date de là, donc c'est vraiment important. Et donc c'est d'énormes avancées d'un point de vue recherche scientifique. On est passé de l'analyse observationnelle, où on regardait une petite tranche de la population, les hommes de 30 à 50 ans qui avaient du diabète, et on regardait les effets qu'il en avait. Là, on est passé sur de l'analyse et des données du suivi de patients en vie réelle, et c'est une énorme amélioration, que ce soit en termes de la qualité de l'information, de la largeur de spectre également, et c'est une avancée inestimable sur les connaissances médicales et sur la méthodologie de recherche d'une manière générale. Et cette avancée dont vous nous parlez, elle est donc nécessaire, de la protéger, de travailler la réglementation. Comment ça se passe, cette protection? Comment le faites-vous, par exemple, à DocaPost? Alors justement, ces données ont impérativement besoin d'être protégées. On a besoin des données pour faire avancer la recherche. Mais c'est surtout important de travailler d'une part avec des données de qualité, mais surtout dans un cadre qui soit sécurisé et souverain. En France, et c'est le cas, en France principalement, les hébergeurs de données de santé, donc c'est un agrément, et DocaPost a cet agrément sur la totalité des niveaux, sont garants de la protection et la sécurisation des données qu'ils opèrent. Alors, ce que ça veut dire, donc, je vous ai parlé de cet agrément sur 6 niveaux. Plus le niveau opéré, donc le niveau qui est utilisé de sécurité est élevé, plus on garantit la protection des données. Alors, ça veut dire aussi que l'on réduit le nombre, tout simplement aussi le nombre de personnes qui peuvent accéder à ces données, ne serait-ce que pour des opérations de maintenance. Donc là, c'est des environnements, des infrastructures qui sont sécurisées, qui sont agréées. Je vous ai parlé sécurisé et souverain. Et là aussi, il y a un point important, parce que si ces données sont stockées dans le cloud, dans un cloud non souverain, ces données, en pratique, pourraient traverser l'Atlantique. Il existe une loi aux États-Unis, le Cloud Act, qui est en vigueur depuis 2018 et qui permet à un magistrat américain de demander le rapatriement des données pour toutes les sociétés américaines qui opèrent ou qui hébergent des données de santé. Il y a plusieurs niveaux de protection.
Absolument. Alors là, j'ai parlé de la protection des infrastructures. Ouais. Il est important d'avoir la protection, de garantir également la protection des données en elles-mêmes. C'est vital. Et aujourd'hui, il y a 2 niveaux de protection. Le niveau, on va dire, standard, qui est le plus courant, qui est la pseudonymisation. En fait, c'est vraiment le niveau le plus courant utilisé dans beaucoup de pays, dans certains cas en France aussi, mais c'est également des niveaux de protection courants, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis. Le procédé consiste à supprimer toutes les données d'identification d'un individu, donc toutes les informations qui permettraient d'identifier directement quelqu'un, son nom, son prénom, sa date de naissance. L'écueil de la pseudonymisation, c'est que le procédé est réversible. C'est-à-dire que plus on a de variables sur la personne, et plus il est facile de l'identifier. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une femme française entre 40 et 50 ans, c'est des critères d'1,80 m, qui habite Mézy-sur-Seine, et avec une voiture rouge, forcément, oui. Voilà, c'est plus facile de réidentifier les personnes. La réglementation aux États-Unis, donc la norme de protection des données, permet aux structures de données de santé de partager les dossiers médicaux à condition qu'ils soient pseudonymisés, et elle autorise 18 traits de caractère. Il faut savoir qu'à partir de 15, on est capable de réidentifier 99,98% de la population américaine. Donc voilà, la pseudonymisation, c'est pas idéal. La garantie de la protection est donnée par l'anonymisation des données. Et ça, c'est particulièrement important. L'anonymisation consiste à modifier très légèrement les données, chacune des données de la personne, de façon à ne plus être capable de remonter jusqu'à la personne. C'est-à-dire qu'on change une date de naissance, un 26-08 en un 24-08, un 1,80 m, 1,79 m. Donc on change vraiment un tout petit peu les paramètres de façon à ce qu'on ne puisse plus revenir. Et c'est le seul moyen, l'anonymisation est vraiment le seul moyen de garantir la protection de l'identité des patients. Et effectivement, voilà, ça devrait être le standard. Comment elles sont protégées, ces données, en France ? Il y a des réglementations, il y a des lois qui se sont mises en place? Alors bien sûr, il y a des réglementations. Il y a des réglementations sur les données. D'une manière générale, les données sont protégées en France. Ouais. Au travers du règlement de protection, le RGPD, règlement de protection sur les données personnelles, la CNIL également. La France, parmi les pays d'Europe, est le pays qui protège le plus les données, puisque donc je vous ai parlé donc du RGPD, de la CNIL. On a d'autant plus un arrêté qui date d'octobre 2020, qui a été publié au journal officiel, qui a été signé par Olivier Véran, qui stipule également qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être fait en dehors de l'Union européenne. Et la France est le seul pays, l'Allemagne un petit peu, mais la France est le seul pays qui a un tel niveau de protection des données de santé. Dans les autres pays, les données de santé, au même titre, ont exactement le même niveau de protection que les données personnelles d'une manière générale. Donc, le règlement général de protection des données garantit au niveau européen que les données, la protection des données des personnes, mais surtout, elle implique la responsabilité de la personne qui touche aux données, le responsable du traitement. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça implique d'une part donc la responsabilité de celui qui opère. Ça implique que les patients peuvent refuser que leurs données soient traitées. Ça implique également que le patient doit être informé, ou la personne doit être informée de ce que l'on va faire avec ces données, et ils doivent consentir à leur utilisation, au stockage ou au traitement. Que ce soit, et d'une manière générale, que ce soit sur papier ou que ce soit digitalisé, cette règle est en vigueur depuis mai 2018. Elle date de 2016, mais avec le décret d'application, elle date de mai 2018. Et c'est une obligation. Et cette obligation doit être tracée. Donc, ce n'est pas encore toujours respecté, mais en fait, ça avance dans le bon sens.
Merci. Et pour vous donner... Pardon. Je vous laisse terminer, mais après on prendra peut-être des Ah oui. questions. Juste le manquement au RGPD peut entraîner des amendes jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup. Votre échange était absolument passionnant, mais j'imagine peut-être que vous avez des questions ou des demandes de précision. N'hésitez pas à lever la main. Un micro s'approchera de vous. Pas de questions pour le moment? Alors moi, j'en ai peut-être une qui est un petit peu basique. Pardonnerez, mais est-ce qu'il faut payer? Puisque vous dites on peut avoir des demandes de rançon qui s'adressent à la fois à des citoyens et aussi à des organisations. Donc là, est-ce qu'il y a une position sur ce sujet? J'imagine que c'est extrêmement complexe. C'est particulièrement complexe. La règle veut qu'on ne paye pas, on ne négocie pas. C'est le fonctionnement avec tous les rançons, les chantages. D'une manière générale, les gens payent, que ce soit les institutions, que ce soit les individus, c'est plus facile. Et quand on est dans une situation de blocage, souvent les organisations cèdent ou les particuliers cèdent. J'ai une autre question basique également. On a parlé du vol de données, alors au plan très important, hein, ces données de santé. Mais est-ce que chacun d'entre nous ici, dans cet opéra, avons un rôle à jouer sur la protection de nos propres données? Parce que c'est souvent quand même le sujet qui est évoqué au plan sociétal, dans les médias. Attention à vos données. Et on sait qu'on transmet, parfois sans le vouloir, nos données. Absolument. Alors, attention bien sûr à ce que l'on fait avec nos données, que ce soit nos données de santé, mais nos données d'une manière générale. On est souvent enclin... Alors, il y a des partages qui sont anodins sur des réseaux sociaux, sur des enquêtes ou des informations, ou tout simplement avec des applications qui sont gratuites et qui vous rémunèrent, ou sur le comptage de pas. Il y a un certain nombre d'informations. Les informations que l'on distribue également avec nos traceurs d'une manière ou d'une autre. D'une manière générale, la règle, c'est faire attention à ce que l'on partage comme données. Et la règle, on me l'a toujours répété, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, quand vous avez des applications super intéressantes qui vous demandent de partager contre quelques informations, en général, ces données sont réutilisées par ailleurs. J'ai un exemple très frais. J'ai utilisé hier pour une réunion professionnelle l'application Zoom, que tout le monde connaît depuis le Covid. J'ai reçu hier après-midi un mail. Alors c'est vrai que je n'utilise pas spécialement cette application, mais donc suite au téléchargement de cette application pour cette réunion professionnelle, j'ai reçu une page complète avec écrit en tout petits caractères qui m'expliquait que mes données étaient utilisées et revendues. Et qu'en l'occurrence, voilà, par l'utilisation de l'application, j'acceptais que mes données soient utilisées, traitées et revendues. Voilà, ça fait partie du jeu de ces applications. À vous entendre tout à l'heure, vous indiquiez que la France avait plutôt avancé sur la réglementation, mais j'avais cru comprendre que dans certains rapports, le rapport Villani notamment, on avait du retard. Mais en quoi avons-nous du retard alors ? Alors, le rapport Villani en 2018 a effectivement révélé le retard que la France avait sur l'IA en général, l'intelligence artificielle. Et c'est aussi ce qui a généré tous ces mouvements et tous ces plans du gouvernement sur l'accélération du numérique, et notamment du numérique en santé. Sur les aspects de cybersécurité principalement, le gouvernement et notamment l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des services d'information, et la CNIL ont dressé un rapport alarmant sur le constat du niveau de sécurité dans les établissements. Et notamment, il a révélé que des efforts constants étaient nécessaires pour pouvoir maintenir le niveau de sécurité attendu dans les établissements. Ils ont lancé un très grand plan, à hauteur de 350 millions d'euros sur les 2 milliards d'euros qui sont accordés à l'accélération du numérique en santé, le plan Ségur, et 350 millions d'euros pour soutenir les initiatives de mise en sécurité des infrastructures des établissements. La seule chose, c'est que
pour pouvoir bénéficier de ces aides gouvernementales, les établissements doivent s'engager et doivent accepter de s'engager, doivent consacrer 5 à 10% de leur budget informatique à la cybersécurité. Donc ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'un accompagnement technique, d'un accompagnement financier également. Et effectivement, voilà, ce plan, j'espère, va aider également à cette accélération. Un autre point essentiel également, c'est qu'avec toutes ces attaques, le gouvernement a décrété a intégré l'ensemble des 135 GHT aux opérateurs de services essentiels, au même titre que les fournisseurs d'énergie et autres. Mais c'est un mouvement fort sur la sécurité en général. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Carla Gomez, merci Olivier Biscay, c'était vraiment extrêmement passionnant. Et écoutez, merci également à vous d'avoir suivi ce premier jour de conférence. On se donne rendez-vous demain, donc dès 10h, pour parler de l'ARN messager. Et il y aura là aussi des sujets extrêmement riches et variés. Donc nous vous attendons très nombreux demain. Bonne soirée à vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.